Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde donc consacrée aux images et à la puissance de l'État en Russie. Et peut-être tout d'abord une question, comment est-ce qu'on doit entendre le terme image? Alors image, on pense à représentation iconographique bien sûr, mais il y a aussi des représentations mentales. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment distinguer totalement les deux? Tant finalement ces deux dimensions sont un petit peu complémentaires. En effet, des représentations mentales, elles sont plus facilement mobilisables, on peut plus facilement les incarner si elles sont déclinées avec des images, avec de l'iconographie. Inversement, l'iconographie est forcément porteuse de représentation. Et donc dans cette table ronde, il y aura un va-et-vient entre représentation et image. Un va-et-vient également entre le passé et le présent, puisqu'on va s'intéresser à la Russie, de la Russie ancienne, médiévale, surtout moderne, à la Russie d'aujourd'hui. Avec un fil rouge, un objectif qui est essayer de voir comment les images ont pu servir à consolider le pouvoir d'État. Aussi, mais on le verra un peu moins, peut-être que ce sera la place pour les questions-réponses à la fin, comment les images parfois servent à critiquer le pouvoir. Alors je vous rassure, hein, l'objectif peut paraître ambitieux, mais on va être volontairement synthétique. On ne peut pas être exhaustif sur un tel sujet. Et donc on va essayer de s'intéresser à quelques archétypes, à quelques cas exemplaires qui permettront, je l'espère, d'être plus simples et qui permettront de mettre en avant peut-être des permanences, des ruptures, des recombinaisons à travers les époques. Parce que concrètement, je vous propose d'aborder cette séance en trois parties. La première partie sera consacrée aux images qui permettent d'incarner la figure du chef, constante s'il en est quand même dans la longue histoire de la Russie, la figure du chef, qu'il s'agisse du tsar ou de Poutine aujourd'hui. Deuxième temps, on essaiera de voir comment ces images servant le chef, mais également des images plus traditionnelles, rapport entre État et Église par exemple, comment ces images sont recomposées ou non à l'époque de l'Union soviétique, à l'époque de l'ère communiste. Et puis logiquement, troisième et dernier temps, héritage, rupture, recombinaison de ces différentes images à l'époque post-communiste. Alors pour ce faire nous avons la chance d'avoir trois grands spécialistes de la question, donc par d'alphabétique Sophie Curé, Pierre Gonod et Tamara Kondratieva. Alors Sophie Curé, mais théoriquement les diapositives devraient défiler. Sophie Curé est professeure à l'Université de Paris 7. Elle a publié notamment un livre qui est complètement en lien avec notre sujet, qui s'intitule « La grande lueur à l'Est, les Français et l'Union soviétique, 1917-1939 », édition du CNRS en 2017. Pierre Gonod, lui, est professeur à Sorbonne Université et directeur de recherche à l'EPHE. Il a publié notamment, parmi d'autres choses, évidemment, Ivan le Terrible ou les métiers de tyran, chez Taillandier en 2015. Et Tamara Kondratieva, professeure émérite à l'Université de Valenciennes, a publié dans une bibliographie tout aussi riche « Gouverner et nourrir du pouvoir en Russie, 16e, 20e siècle », aux éditions des Belles Lettres en 2002. Alors, j'aimerais quand même que l'on puisse voir les images qui étaient prévues sur PowerPoint. Ah oui, là on a beaucoup trop avancé, voilà. Alors, on revient en arrière. Voilà, les trois livres dont je parlais, celui de Sophie Curé, La grande lueur à l'Est, de Pierre Gonod, Ivan le Terrible, et de Tamara Kondratieva, Gouverner et nourrir.
Alors, une pensée pour Marie-Pierre Ray, qui m'avait aidé en amont à constituer cette table ronde et qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. Voilà. Alors, tout de suite, pour ne pas perdre de temps, première partie, la figure du chef comme incarnation du pouvoir d'État. Et pour rendre la chose plus concrète, pour voir comment se construisent un peu les représentations, je vous propose de partir de 2 ou 3 couples d'images. Des images couples parce que ce sont des images à la fois opposées, mais complémentaires, qui font un peu système. Et la première image, le pouvoir du chef s'incarne dans un territoire. La première image concerne le territoire, avec une image répulsive, le morcellement dit féodal, à laquelle répond Pierre Gonod, une autre image qui sert le pouvoir et qui est une image plus positive. Oui, donc le morcellement et la centralisation, en fait, bon, c'est une question qui est abordée dans beaucoup d'histoires, que ce soit la Chine, que ce soit la France aussi, hein, avec, où on a mis l'accent sur le fait que le domaine royal, petit à petit, s'étend au Moyen-Âge et donne une forme à ce pays. Et donc pour la Russie, on a cette opposition qui est très marquée dès qu'on fait une histoire de la Russie traditionnelle entre les moments où le territoire est centralisé, comme à l'époque ancienne de la Russe de Kiev avec Vladimir et Yaroslav, qui sont des princes qui règnent sur un territoire immense, et puis le morcellement qui survient après 1054 et qui va durer jusqu'au début du XIVe siècle, auquel s'oppose ensuite la centralisation autour d'un nouveau pôle qui sera Moscou. Et l'idée que la centralisation moscovite est un bien, forcément, est aussi quelque chose qui était d'avance fixé comme une sorte d'objectif par la Providence. Alors évidemment, il y a au passage de la casse, c'est-à-dire qu'on oppose Novgorod, la république entre guillemets de Novgorod, avec ses traditions un petit peu de liberté, à Moscou, où là, tout est soumis à l'autorité du souverain. Et évidemment, comme le disait le philosophe Radishev, là où il y a le droit mais pas la force, c'est-à-dire à Novgorod, eh bien, on s'incline devant la force, même si elle n'a pas le droit pour elle, c'est Moscou. Donc effectivement, à ce moment-là, on voit, à partir de la fin du XVe siècle, un État russe centralisé qui ensuite sera celui qui va reprendre l'héritage de Byzance, avec un tsar, donc Ivan le Terrible, qui est le premier à se faire couronner tsar, c'est-à-dire empereur universel, en 1547. Dès lors, jusqu'en 1917, c'est ce système de monarchie absolue, d'autocratie, puisque autocrate, ça veut dire celui qui tient le pouvoir de lui-même et qui ne peut donc pas le partager, qui prévaut et qui, par la suite, aura encore de beaux jours devant lui, en tout cas, aura de nombreuses résurgences. Alors, deuxième couple d'images, c'est à la fois encore une image répulsive et une image à laquelle répond cette image répulsive, qui répond à cette image répulsive. Et l'image répulsive, c'est celle du pouvoir mangeoire, c'est-à-dire l'image d'un pouvoir corrompu, d'une série finalement de profiteurs du pouvoir qui ne sont là que pour finalement en tirer des bénéfices. Hein. Et c'est vous, Tamara Kondratieva, qui avez beaucoup travaillé sur ce thème. Oui. Sauf que, avant de passer à cette image du pouvoir corrompu, il faut évoquer une autre qui va de pair et qui correspond plutôt à la période qu'évoquait Pierre et qui va jusqu'à, bien évidemment, l'ère révolutionnaire, jusqu'au dernier tsar. C'est l'image du chef nourricier. Et cette représentation remonte vraiment à la nuit des temps. Dans chaque famille russe, le chef était désigné par ses proches nourricier. C'est lui qui présidait la table et distribuait du pain et des mets selon l'âge et en suivant ses préférences pour accorder l'amour ou l'honneur à tel ou tel membre de sa famille. Non. C'est pas cette image-là. Non, je n'ai pas d'image visuelle. C'est plutôt, revenons à l'image de ce banquet au Kremlin. Puisque le modèle que je vous ai
décrit vraiment en petit bribe, c'est une image d'un modèle domestique qui est propre à une famille paysanne et qui fonctionne tout à fait au Kremlin. Donc si le roi de France mangeait seul et obligeait les nobles le regarder manger, si les nobles mangeaient quelque part, puis après dans une salle, si les restes de repas au palais, à la cour, étaient vendus aux regretiers, le tsar, l'image, oui, le tsar, comme vous le voyez, mangeait seul sur une table surélevée, mais il était entouré par les nobles avec qui il partageait. Bien évidemment, les nobles sont placés selon leur rang. Et il partageait avec les nobles ces repas au sens propre du terme. Parce que pendant le repas, il pouvait faire des gestes, c'est-à-dire envoyer par l'intermédiaire de ces chansons panetiers, soit des mets, soit du pain, soit une coupe de vin à tel ou tel noble. C'était son don en nourriture. Et ce n'est pas tout. S'il mangeait seul, dans l'intimité, de toute façon, de chaque repas, on a envoyé aux nobles quelques restes. C'était encore le don en nourriture qui venait du tsar. Et ce n'est pas tout. La tsarine et le tsarevitch, 2 fois par jour, envoyaient aussi leurs dons en nourriture à des nobles. Les nobles n'étaient pas affamés, vous comprenez bien. Donc, c'était un geste rituel. Et le tsar marquait autrement que le roi de France son pouvoir. Ce n'était pas une distance, comme en France, politiquement déjà bien réfléchie, qui marquait les relations entre le roi et les nobles. Mais c'était au contraire, le don en nourriture marquait une proximité entre la personne sacrée du tsar et les nobles qui l'entouraient. Et de ce don au pouvoir mangeoire, voilà, comment passe-t-on de l'un à l'autre? Oui, bien évidemment. Et le pouvoir mangeoire qui va avec évoque un système de récompense des agents du prince, plutôt dans la période précédente le pouvoir du premier tsar, c'est-à-dire entre le XIIe et XVIe siècle. C'était un système qui consistait à récompenser les agents du prince envoyés dans ces territoires. Attention, pour l'administration, mais à la première place étaient envoyés pour se nourrir et gouverner. Se nourrir, j'imagine, dans tous les sens du terme. Absolument, voilà, vous imaginez. Si on trouver des subsides, vivre sur le territoire. Sur le territoire, bien évidemment, c'est-à-dire avoir le droit d'abuser du pouvoir. C'était une porte ouverte au pot de vin, si vous voulez. Et c'est ce système que Ivan le Terrible a essayé de supprimer et d'imposer un autre système de fonctionnement dit d'État, a eu une vivacité incroyable. Et donc, jusqu'au dernier, regardez l'affiche qui date de 1918. Hein, c'est une affiche qui représente une pyramide de l'autocratie. Et en haut, j'ai déjà oublié ce qu'on a dit. Nous prions pour vous. Nous vous jugeons, nous vous nourrissons, non, nous vous protégeons, nous vous nourrissons et vous travaillez. Voilà, donc cette représentation finalement est ambiguë
d'un côté, ceux qui sont au pouvoir, je termine, ceux qui sont au pouvoir, ils sont persuadés que c'est eux qui nourrissent, qui protègent, ainsi de suite. Et du côté du peuple, c'est la conviction que les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires du pouvoir, en fait les voleurs, qui se nourrissent sur le compte de la population. Et cette image donc, dont vous montrez qu'elle est ancienne, qu'elle perdure jusqu'à la Révolution de 1917, est-elle encore aujourd'hui d'actualité ? Oui, oui, bien sûr. Et comment il est d'actualité. En quelques mots. Hein. En quelques mots, mais c'est quand même très rapide. Hein. Regardez, si vous tapez sur l'Internet russe pouvoir mangeoire avec un trait d'union, vous trouverez à peu près 2000 entrées. Et ces mots-clés, on trouvera plein d'informations sur l'enrichissement des fonctionnaires d'État, des élus et des élites sur le compte public. Avec les titres, regardez, tellement parlants. Vous les avez, je ne sais pas si vous pouvez les lire. Le pouvoir a changé, mais la mangeoire est toujours là. Une nouvelle mangeoire pour les chefs du district de Moscou, les dirigeants de Tcheliabinsk. On a inventé une nouvelle mangeoire. La Cour suprême du Tatarstan a reconnu le pouvoir comme mangeoire. Le pouvoir veut rester près de la mangeoire. L'Académie des sciences est une mangeoire pour les destructeurs de la science. Des mangeoires du pays Sabiane, il faut entendre par là le nom du maire de Moscou, Sergueï Sabiane. Et même il y a des titres slogans ou dénonciateurs. À bas Poutine, la mangeoire est à nous. La mangeoire des proches de Poutine puise dans le budget d'État. Alors des critiques souvent qui émanent d'autres profiteurs du système, finalement aussi. Oui, bien sûr, il y a des critiques, mais au fond, le système reste tellement vivace et ces critiques n'aboutissent à rien. Et donc, Pierre Gonod, face à cette image répulsive, finalement, d'un système corrompu, il y a une image qui y répond, c'est celle du chef, tsar ou autre, qui apparaît un peu au-dessus de la mêlée, et qui, lui, apparaît comme une sorte de héros, finalement. Oui, c'est-à-dire c'est le seul qui peut éventuellement mettre au pas tous ces gens qui abusent et tous ceux qu'on appelle ou les boyards ou les oligarques, et différents noms leur sont donnés, mais au fond c'est toujours la même idée, et qu'on le sent également tout à fait dans les traditions folkloriques, les légendes sur Ivan le Terrible, qui en font plutôt un tsar positif qu'un tsar négatif. Alors il a la main lourde, mais au fond il est proche du peuple, il ressent les choses comme un Russe. Et alors ça se reviendra encore plus quand on jugera que les élites sont dénationalisées, sont trop européanisées. Et d'autre part, donc, il n'hésite pas à châtier, et à châtier pour le bien, ce qui fait que, du coup, il est populaire. Et dans les proverbes aussi, on dit toujours, si le tsar savait, en gros, eh bien là, on n'aurait pas tous ces abus. Donc ça, alors là, évidemment, c'est l'image, ce tableau de Répine, qui, lui, est dans un contexte un peu différent. C'est-à-dire qu'on est en 1885, après l'assassinat d'Alexandre II, qui était le tsar libérateur, qui avait aboli le servage. Donc, d'une certaine façon, les enfants, les jeunes, les révolutionnaires ont tué le père. Et là, dans ce tableau, on nous montre le père qui a tué le fils, ou qui est en train de le tuer, puisque c'est son fils, Ivan Ivanovitch, qui l'a frappé dans un accès de colère d'un coup de sceptre, et qui est en train donc d'agoniser suite à ce coup de sceptre. Alors, l'histoire a été racontée d'abord par les étrangers, ce qui fait que certains historiens russes encore nous disent « mais c'est une calomnie ». Ce n'est pas vrai. Bon, alors évidemment, le débat peut rebondir, mais malgré tout, même les sources russes ont fini par en convenir un peu plus tard. Évidemment, on n'allait pas le dire du vivant d'Ivan le Terrible. Et donc, ce tableau de Répine est un tableau qui, évidemment, jette un froid au moment où la monarchie est en pleine phase conservatrice sous Alexandre III, le fils du tsar assassiné.
Et même de nos jours, puisque de nos jours encore, il a subi un attentat d'un vandale il y a quelques mois, en mai 2018, en disant voilà, ce tableau ne correspond pas à la vérité historique, et ça, c'est l'écho de certains cercles très à droite, on va dire, dans les termes ou dans les catégories que nous employons en France, et qui jugent qu'on n'a pas le droit de désacraliser la monarchie à ce point. Oui. Est-ce que ça ne recouvre pas finalement ce que Yves-Marie Bercier avait indiqué dans un ouvrage consacré à l'Europe moderne en général, où il y avait parmi de multiples mythes, le mythe du bon roi finalement, mais entouré toujours de mauvais courtisans, de mauvais conseillers. Et donc si quelque chose va mal, c'est jamais à cause du roi, du tsar, mais c'est toujours à cause de son entourage. Oui, alors ça, bien entendu. Alors Yves-Marie Bercier avait fait ce travail et en même temps avait évoqué aussi la figure après des imposteurs, dont le plus célèbre, c'est le prétendu fils d'Ivan le Terrible, Dimitri, le faux Dimitri, qui a réussi, c'est le seul en Europe, à monter sur le trône et à régner 1 an sur la Russie parce que, justement, on y a cru. Alors, il y a tout un concours de circonstances, il y a le fait aussi que Boris Godunov, qui avait pris le pouvoir, était impopulaire, mais dans l'Europe entière, il y a eu des faux tsars, il y a eu des faux rois, des faux ducs, tout ce que vous voulez, et le seul qui a réussi à monter sur le trône, au nom de cette légitimité dynastique, c'est ce prétendu Dimitri. Et donc là, on verra ensuite l'idée du peuple qui est dévoué corps et âme à son souverain, au point, donc comme Ivan Soussanin ici, de se sacrifier pour sauver le tsar. Oui, là on arrive à un troisième couple d'idées. Hein. On a vu donc morcellement féodal, centralisation, pouvoir mangeoire, le chef qui semble être au-dessus de la mêlée. Et là, c'est une autre position avec d'un côté des images de traîtres qui soient des traîtres, je dirais, à l'intérieur du pays ou des traîtres à l'extérieur, et puis à laquelle répond encore une fois l'image de héros. Alors, Pierre Gonod, pouvez-vous nous dire peut-être quelques mots avant de penser aux héros, oui, sur ces fameux traîtres? Alors, sur les traîtres, il y a donc à l'intérieur du pays, dès l'époque d'Ivan le Terrible. Ivan le Terrible lui-même écrit et il emploie ce terme izmiennik, qui aura une fortune énorme à l'époque soviétique aussi. Donc il y a des traîtres, il y a des gens qui, de l'intérieur, sabotent l'œuvre de centralisation, sapent l'autorité du souverain et sont prêts à vendre le pays aux étrangers. Et donc il les dénonce, et c'est pour ça aussi qu'il déchaîne cette répression qui frappe en particulier les hautes catégories de la société, les boyards, les nobles, etc. Alors le traître par excellence, c'est Andrei Kurbsky, qui était un contemporain d'Ivan le Terrible, qui effectivement est parti à l'étranger et a osé en plus écrire une lettre à Ivan le Terrible en lui disant « Je m'en vais parce que tu es un tyran ». Alors là, évidemment, c'était le camouflet. Alors à l'inverse, il y a peut-être d'autres traîtres, Sophie Curé, Trotsky, considéré aussi comme un traître par certains. Alors c'est vrai qu'en 1917, il y a vraiment une rupture forte parce qu'il y a l'effacement, la suppression de tout ce système de représentation, à la fois du tsar, qu'il était même interdit de représenter, hein, et puis aussi de l'Église. Donc il faut reconstruire un système de représentation qui va passer par le peuple positif, bien sûr, le héros, le travailleur, le soldat, la femme, le chef aussi, mais d'autres chefs qui incarnent le peuple, Lénine et Staline dans l'entre-deux-guerres. Alors, le traître, qu'est-ce qu'il devient ? Je dirais que le système de représentation et d'image qui se construit et qui se concrétise par les affiches à l'époque passerait en réalité plutôt par un héritage du binôme entre le chef et le peuple, le bon d'un côté, et de l'autre plutôt l'ennemi intérieur en réalité, plutôt que le traître. C'est-à-dire par exemple le koulak. Ou le pop, le gros pop caricaturé, tandis que le traître, dans l'histoire intérieure soviétique, il va être plutôt effacé. Et c'est vrai que parler des images, c'est aussi parler des images qu'on ne voit pas ou qui sont censurées. Et par exemple, Trotsky est expulsé et n'est plus cité, il disparaît en réalité. Sa mémoire et son image sont effacées. Donc il va apparaître éventuellement à l'extérieur de l'URSS, on y reviendra tout à l'heure, mais je pense que c'est important aussi de dire qu'il y a des images qui sont effacées et qui disparaissent. Oui.
Et comme donc ça fonctionne encore une fois en binôme, hein, comme vous le dites, à l'image des traîtres ou des ennemis de l'intérieur, répondent les images de héros, hein, Pierre Gonod. Oui, donc là, ici, c'est un des premiers héros, ou le premier héros, on pourrait dire, de la dynastie des Romanov, qui incarne le peuple. Donc ce paysan des environs de Kostroma, qui connaît bien évidemment la région, et là, les Polonais qui rôdent, qui ont appris que le jeune Michel Romanov a été élu à Moscou tsar. Or, ce jeune Michel n'est pas encore venu à Moscou pour prendre le pouvoir, il est caché quelque part dans la région de Kostroma. Et donc les Polonais capturent cet homme et essaient de lui dire, enfin le force, lui disent amène-nous à Michel Romanov, parce qu'évidemment ils veulent à tout le moins l'arrêter, si ce n'est le supprimer. Et donc il fait semblant de se prêter à leur jeu, mais il les égare, il les emmène au fin fond d'un marais, et quand ils ont compris évidemment que jamais ils ne trouveront Michel Romanov, ils le tuent, et ce sacrifice est immortalisé dès 1619, donc très vite, puisque des membres de sa famille reçoivent un bénéfice, une terre. Et alors par la suite, évidemment, au 19e, à l'époque de Nicolas Ier, Glinka va créer cet opéra, La vie pour le tsar. On va ériger un monument, alors un monument qui est évidemment très tsariste, c'est-à-dire qu'on a un petit Ivan Soussanin en bas de la colonne et tout en haut un grand Michel qu'il regarde amoureusement et pour lequel il se sacrifie. Et ce qui est intéressant, c'est que cet opéra ne sera pas interdit sous le régime soviétique. On va changer le titre. Il ne s'appellera plus La vie pour le tsar, parce que ça, quand même, c'est un peu difficile. Mais on va l'appeler Ivan Soussanin, l'homme du peuple, qui se dévoue pour la patrie, là, cette fois-ci. Et d'autre part, la statue de Kostroma qu'on a vue précédemment, elle est enlevée, on n'en veut plus, mais on va finir par reconstruire dans les années 60 un monument à Ivan Soussanin, un monument soviétique, où là, il est en haut de la colonne. C'est plus le tsar, évidemment, qui est en haut, c'est le peuple. Et vous voyez, là, il a évidemment une carrure impressionnante de héros russe, tel qu'on l'imagine dans les contes et légendes traditionnels. Oui. Alors, à vous écouter, on a un peu l'impression que, finalement, du fait de ces images qui fonctionnent un peu en binôme, et du fait aussi de la vision très péjorative de cet entourage, de ces courtisans, on peut avoir l'impression qu'entre le chef en haut et le peuple en bas, il n'y a pratiquement personne. Hein, et on voit comment ces images servent objectivement le pouvoir d'État. Alors néanmoins, transition avec la deuxième partie, parce que le temps passe. Deuxième partie, donc, consacrée, je rappelle, pas simplement l'image du chef, mais à des images aussi plus traditionnelles qui renvoient à ce qu'on appelle un peu, entre guillemets, l'âme russe. Hein. Et lorsqu'on pense tradition, on pense notamment Église. Et en quoi l'Église orthodoxe a-t-elle pu ou non servir le pouvoir d'État ? Une question que je vous pose à tous les trois. Hein. Je ne sais pas si... je pense Pierre Gonod, Sophie Cubré ensuite. Très brièvement, oui. C'est-à-dire que cette église, elle est apparue au moment de la conversion en 988, et c'est déjà le prince qui a choisi la religion, puisque c'est lui qui se fait baptiser, puis sa droujine, son entourage proche, puis le peuple de Kiev auquel il dit demain matin tout le monde dans le Dniepr. Donc déjà, c'est associé très nettement à la dynastie régnante. Et les premiers saints, d'ailleurs, sont des saints princes comme Boris et Gleb. Donc il y a une forte une paire, on va dire, entre le pouvoir temporel et l'Église. Et puis par la suite, quand il y a en deux temps, si vous voulez, le couronnement impérial d'Ivan le Terrible, il y a un tsar, et dès 1589, il y a un patriarche, c'est-à-dire qu'on a reconstitué à Moscou l'idéal byzantin tsar-patriarche. Alors ça va après être plus difficile puisque Pierre le Grand ne veut pas d'un patriarche face à lui et donc il va supprimer le patriarche. Mais néanmoins, l'Église reste toujours très étroitement associée à l'État et c'est une Église nationale, même si l'État est multiconfessionnel dans la mesure où le souverain est orthodoxe jusqu'à la Révolution. Est-ce qu'il y a des images concrètement, une iconographie qui montre cette association ? Alors en particulier, on peut citer cette image, cette icône de l'arbre de l'État russe, où on voit donc au pied d'un arbre généalogique important, où il y a donc les souverains, le métropolite Pierre et le prince Ivan Kalita qui arrosent cet arbre, donc l'un des premiers princes de Moscou et l'un des premiers métropolites, chef de l'Église russe qui était à Moscou, qui ensemble sont en train de faire pousser cet arbre qui va se développer et devenir donc de plus en plus important.
Sophie Curé. Alors à la période, à partir de 1917, bon, c'est l'histoire longue du régime soviétique où il y a plusieurs attitudes successives par rapport à l'Église orthodoxe, mais on peut dire que malgré tout la religion c'est l'opium du peuple, donc il y a l'idée de mettre fin à ce lien étroit entre pouvoir et Église, et les images fortes qui apparaissent dans l'entre-deux-guerres, celles sont plutôt celles des églises transformées en bibliothèques, en musées athées, où l'image très spectaculaire est filmée par la propagande officielle, par les images officielles du régime soviétique, de l'église du Christ Sauveur à Moscou, qui explose, qui est détruite de façon extrêmement spectaculaire. Donc, ce sont ça les images de la religion, en tout cas orthodoxe, parce qu'il n'y a pas que la religion orthodoxe dans l'immense empire soviétique non plus. Mais en même temps, ce qui se passe, et ce dont les soviétiques sont d'ailleurs assez conscients, c'est qu'il y a une persistance souterraine de la culture iconologique ou iconographique du pouvoir. Et donc, par exemple, de façon tout à fait symbolique, le coin rouge de l'icône et se transforme dans l'isba en coin rouge où on met le portrait de Lénine. Voilà, donc il y a aussi cette continuité beaucoup plus souterraine et qui cette fois n'est pas voulue par le pouvoir, par le sommet, mais qui vient plutôt des pratiques du peuple. Et vous me disiez également qu'on avait repris à l'époque soviétique cette formule de Saint Paul, celui qui ne travaille pas, qui ne le mange pas non plus. Oui, ça serait plutôt pour Tamara Kondratieva. C'est effectivement la pyramide que Tamara Kondratieva a montrée tout à l'heure, s'inverse. Et c'est le peuple qui se trouve au sommet et qui mange. Oui, c'est le peuple qui mange, ça c'est un peu problématique pour moi. Le peuple a très mal mangé pendant toute la période soviétique. 70 ans, y compris moi. Il y avait une période quand j'ai mal mangé. Mais bon, ça va, c'était... oui, parce qu'il y avait un système de privilèges que vous connaissez sous le nom probablement de la nomenclatura, qui permettait aux élites du parti, d'État, aux élites culturelles, de manger mieux que tous les autres soviétiques. Et aux yeux de tous les autres qui n'avaient pas l'accès aux magasins spécialisés, spéciaux, ou à des cantines, ou ainsi de suite, donc à toute cette générosité du parti-État et la gratuité des mets, tous les autres considéraient que ce système de privilèges n'est qu'une mangeoire. Et d'ailleurs, le terme pouvoir mangeoire a été vraiment mis en avant pendant la période soviétique. Et en ce qui concerne les sentiments religieux, on a chassé les religions de l'espace soviétique, mais rappelons-nous le rapport pieux envers la science, envers la doctrine marxiste-léniniste. C'était aussi une expression quand même d'une vénération. Oui, elle est infaillible, comme la religion. Absolument, absolument. Voilà. Et la dernière chose pour laquelle on m'a convoqué à propos des expressions bibliques ou des préceptes bibliques, qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, il y avait des tonnes d'affiches, il y avait des objets, des assiettes, comme sur la couverture de mon livre. Il y avait des boîtes d'allumettes, et ainsi de suite. Énormément d'affiches qui ne travaillent ne mangent pas. Qui ne travaillent pas ne mangent pas. Alors, c'est un précepte biblique que Lénine a fait sienne et qui s'est propagé bien évidemment. Et qui cachait le système de privilèges. Le système de privilèges a été quand même gardé un peu en secret. C'était un secret polichinelle, mais voilà. Donc, ce qu'on mettait en avant, c'était ça. Et donc, on voit qu'à durant l'ère communiste, il y a à la fois des images comme là, c'est encore une fois fameux cette illustration,
des images anciennes qui sont, je dirais, réactualisées et instrumentalisées d'une autre manière. Alors, c'est vous, la spécialiste, Sophie Curé, de cette période communiste. Que peut-on en dire? Est-ce qu'il y a uniquement des recombinaisons dans les images ou est-ce qu'il y a également des ruptures? Alors, il y a clairement volonté de rupture, c'est la rupture révolutionnaire qui part de 1917-1918 et qui veut rompre avec, alors si vous pouvez avancer encore un petit peu, voilà, hop, on y était, voilà, avec tout ce système de représentation à la fois figurée et à la fois mentale, imaginaire, qui était celle de la Russie arriérée, asiatique, rurale. Et donc là, on voit ces cartes humoristiques qui caractérisent le 19e siècle, où on voit le russe comme un moujik, ou bien aussi comme un chiffonnier qui ramasse des bribes d'empire vers le sud, et puis le général Dourakine qui... donc l'image à la fois justement de pouvoir autocratique, violent, etc. Donc il s'agit de rompre avec tout cela, mais en même temps, la difficulté, c'est que le pouvoir bolchevique, qui se veut un pouvoir internationaliste, va s'ancrer dans le territoire russe et va reconstruire aussi une partie de l'Empire russe. Donc ça va être une première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est que c'est un pouvoir marxiste-léniniste, un État, on va peut-être avancer juste, voilà, qui, donc ça c'est, d'un côté on voit la nouvelle frontière, une nouvelle frontière qui est amenée à s'étendre à l'ensemble du globe, donc on va rompre aussi avec les représentations mentales de la nation, la carte va s'étendre au monde entier. Et en même temps, c'est un pouvoir marxiste-léniniste qui doit construire tout un système d'images, d'autant plus qu'il s'adresse au peuple russe qui est largement analphabète, donc qui va mettre en avant la propagande figurée, les affiches, les fameuses fenêtres Rosta qui sont affichées avec un système iconographique très, très simple. Donc parler au peuple russe, mais d'un autre côté aussi hériter de la pensée marxiste et de toute la réflexion du mouvement ouvrier, qui est assez méfiante envers les images, puisqu'il s'agit d'appeler à la raison du peuple et non pas à son émotion. C'est, pour reprendre la dualité qui est utilisée à l'époque, on a d'un côté l'agitation, c'est-à-dire il s'agit de mobiliser, il s'agit de faire appel à l'émotion, mais de l'autre, la propagande au sens positif, c'est-à-dire apprendre, donner des textes, apprendre le marxisme même simplifié, ce qui explique aussi qu'il y a dans les affiches beaucoup de textes. Et aussi dans les monuments soviétiques, il y a énormément de textes. Alors là, on avance un peu rapidement peut-être dans le temps, mais bon, oui, on peut y venir. Donc, il y a cette recomposition de tout un système iconologique qui est à la fois celui du mouvement ouvrier avec le drapeau rouge et qui peut être aussi spécifique au nouveau régime avec, par exemple, la faucille et le marteau. Mais ce qui se passe avec les ambitions de révolution mondiale et avec l'idée que la révolution doit être mondiale, c'est que ce système de représentation, d'un côté, va être diffusé vers l'extérieur. Donc là, effectivement, on peut avancer. Donc j'ai mis le bulletin d'information en français à destination des militants et des voyageurs français. Les films, donc là on est plutôt dans les années 1970, Lénine à Paris, où on va rappeler les liens entre Lénine et la France. Donc d'un côté, toute une construction, y compris financée, y compris avec de la presse, avec du cinéma qui va être diffusé pour convaincre vers l'extérieur, à la fois du côté positif de la construction socialiste et à la fois de l'idée que le communiste et le socialisme un jour vaincront. Mais ce qui se passe à partir de la guerre froide, donc de 1945, c'est qu'il y a tout un contre-système d'images qui se construit avec des médias populaires comme le cinéma James Bond, avec des médias plus intellectuels qui vont accueillir la parole critique. Et en haut, vous voyez donc l'émission dans laquelle Solzhenitsyn, dont on se fête le centenaire de la naissance, intervient dans l'émission de Bernard Pivot en 1975. Donc,
la différence peut-être avec la longue période tsariste, quelle que soit sa complexité, c'est qu'il y a cette dualité de représentation, image contre image, que ce soit en termes figurés, le héros ou le contre-héros, ou que ce soit en termes de représentation de l'espace, avec d'un côté la pieuvre rouge qui va conquérir l'Europe, et de l'autre, au contraire, l'ennemi américain qui attaque l'Union soviétique, qui se trouve comme un isolat, attaqué de toutes parts. Donc on retrouve l'histoire longue dont parlait Pierre Gonod tout à l'heure, la hantise du morcellement, la hantise de l'ennemi extérieur, mais... La vision d'un pays assiégé aussi, qui date déjà de l'époque d'Ivan le Terrible. Exactement, donc cette focalisation aussi sur la frontière, donc tout un système de carte mentale de l'espace, du héros, du chef, mais qui est toujours, en tout cas à l'extérieur bien sûr des frontières de l'URSS, qui est toujours menacé, qui est combattu par alors un système moins cohérent bien sûr, puisqu'il vient de différents pays et de différentes tendances politiques, un système de contre-image qui vient contrebalancer cette image positive de l'Union soviétique et du communisme. Oui, merci beaucoup. Donc, vous vouliez commenter également ces diapos ? Oui, alors là, c'est justement l'image longue, très rapidement, hein, tout le monde voit de quoi il s'agit, en tout cas. Tintin au pays des soviets, c'est 1929, donc... la bande dessinée d'Hergé est inspirée du témoignage très très critique du consul belge en Russie, qui avait témoigné donc plutôt des horreurs du système bolchevique, hein, anticommuniste. Et le contenu de la bande dessinée, si bien sûr vous la connaissez, c'est celui-là aussi, c'est critiqué. Mais en même temps, on voit que le petit Tintin est en costume russe et avec des bottes rouges. Et de l'autre côté, une image qui va être pour le rapprochement franco-soviétique. Là aussi, on voit que ce sont les stéréotypes nationaux qui reprennent d'un côté la française avec son bonnet phrygien révolutionnaire et son bleu-blanc-rouge, et de l'autre le soviétique qui est un russe en réalité. Donc c'est l'appropriation de l'histoire longue de la Russie à partir de Staline et dans l'histoire longue de l'Union soviétique. Et donc on retrouve encore ces images contre d'autres images. Alors, dernier temps, comme ça nous aurons la possibilité de dialoguer après. Dernière partie, qu'en est-il des recompositions de ces images après la chute de l'Union soviétique ? Avec, peut-être on peut commencer par ça, Pierre Gonod, parler de la politique mémorielle aujourd'hui et comment une certaine politique mémorielle sert à nouveau le pouvoir d'État. Oui, alors sur ces images, on voit Vladimir Poutine en train de déposer une gerbe sur la tombe du général blanc Anton Denikin, donc, qui a été l'un des derniers à combattre les soviétiques. Bon, après il y a Wrangel et c'est tout, c'est fini. Donc dans la période soviétique, proprement dite, évidemment, on n'y avait aucun monument dédié à ces généraux vaincus qui ont fini pour la plupart ou sur place quand ils sont morts tout de suite ou en émigration. Et évidemment, quand on en parlait, c'était pour montrer leurs faiblesses ou leurs excès, leurs exactions, etc. Et l'autre photo nous montre évidemment dans ce cimetière où on a aménagé ici une stèle aux généraux blancs à Moscou, côte à côte, à gauche, quelqu'un qui a un uniforme soviétique et des décorations soviétiques, et puis à droite, quelqu'un qui porte un uniforme tsariste avec ses décorations, et ils sont ensemble à cette inauguration de stèle. Donc ça, c'est une politique qui s'est dessinée tardivement, après la fin de l'Union soviétique, et puis surtout depuis 2000, et qui s'accélère, on pourrait dire, en particulier autour de la commémoration de la guerre de 14. Ça s'est encore amplifié. Et il se trouve que 14, c'est aussi l'année de l'annexion de la Crimée. Et que, comme la Crimée était le dernier bastion des Blancs, qu'ils ont évacué en dernier, là aussi, on y trouve une opportunité, disons, de faire une sorte de réconciliation nationale, de paix des braves, comme on a pu le faire en France à d'autres moments, entre la mémoire de la Révolution, de l'Empire, et celle des rois de France au sein de la République, 3e, 4e, finalement 5e. Donc il y a un mouvement qu'on pourrait dire qui est commun à d'autres pays, et en même temps il y a une volonté très précise et qui répond aussi à des besoins politiques très actuels, comme
justifié entre autres cette annexion de la Crimée. Quant au retour de la famille impériale et à l'entourage. Alors sur la famille impériale, bon, ça s'était déjà amorcé sous Yeltsin, où en particulier on avait été rechercher les ossements, puisque au fond c'est tout ce qui restait. On a tenté de les identifier, ce qui n'était pas facile, et on les a inhumés dans cette cathédrale. On a ramené finalement aussi le corps de Maria Fyodorovna, donc la mère de Nicolas II, qui était morte au Danemark. Donc tout le monde est là maintenant. Ça aussi, il y a cette idée qu'on rapatrie. Et on a rapatrié donc Dénikine par la suite, etc. Et à partir de là, donc la canonisation, alors ça c'est l'Église qui intervient, et au départ une décision controversée, mais qui s'explique aussi en 2000 par la volonté de se réconcilier avec l'Église hors frontières, celle qui avait vécu son propre destin détaché de l'Église de Moscou, et donc c'était l'une des conditions, et c'est aussi finalement une façon donc de renouer avec ce passé. Alors en insistant, disons, le biais qui a été trouvé, c'est de dire nous ne jugeons pas le souverain Nicolas II, nous jugeons une famille chrétienne qui est morte chrétiennement pour ses convictions, et donc ils sont martyrs, souffrent passion en tant que famille chrétienne et non pas lui en tant que souverain. Mais bien entendu, en même temps, on ne peut pas séparer les deux, c'est assez difficile. Donc il y a cette volonté finalement d'ancrer le pouvoir actuel dans une temporalité longue, une sorte de continuité finalement. Plutôt que, vous remarquez d'ailleurs que sur les icônes, ils sont en costume du XVIIe, qu'ils aimaient bien porter de temps en temps, puisqu'il y a eu quelques fêtes où Nicolas II est photographié comme ça. Mais évidemment, là encore, c'est le style de l'icône et la volonté de montrer une espèce d'intemporalité, de lien profond avec les précédents martyrs, etc. Alors à droite, vous avez Botkin, qui était le médecin de la famille, qui lui a été canonisé plus récemment, en 2016. Et certains disent aussi que c'est d'une certaine façon, là je reprends le pouvoir mangeoire, pour essayer d'inciter les médecins à moins toucher de pot de vin pour soigner leurs malades, puisque c'est un des problèmes de la médecine actuelle. Et évidemment, Botkin, lui, n'a touché aucun salaire pour soigner cette famille jusqu'à la fin. Enfin bon, c'est une parenthèse. Et donc, la volonté du pouvoir aujourd'hui d'ancrer finalement l'État dans une continuité historique, mais peut-être aussi dans une continuité territoriale. Qu'en est-il aujourd'hui des images, je dirais, du territoire russe? Est-ce qu'elles jouent un rôle important encore en 2018? Ah, tout à fait. Et en même temps, où est sa limite, effectivement, puisqu'il y a eu des problèmes avec la Tchétchénie. Il y a aussi cette question très douloureuse avec l'Ukraine. Et effectivement, quand a eu lieu le transfert de Dénikine et que Poutine est venu au cimetière là en parler, il a dit, mais relisez les mémoires de Dénikine où il parle de la grande et de la petite Russie. La petite Russie, c'est le nom qu'on employait pour désigner l'Ukraine à l'époque impériale. Et avec l'idée que Dénikine a refusé jusqu'au bout la partition de l'Empire, donc l'indépendance ukrainienne, et que d'une certaine façon, c'est un de ses mérites aussi. Donc ça prouve que derrière tous ces discours, il y a aussi pas forcément un programme qui va aller jusqu'au bout, mais des flèches qui se tendent, des possibilités qui restent ouvertes. Oui, pour compléter ce que disait Pierre Gonod sur, sur l'image plutôt du pouvoir, ou disons de la nation forte dans la longue durée. C'est une nation forte et une nation armée, effectivement, d'où l'importance de ces images, le jour du soldat, les fêtes qui commémorent des victoires de la Russie sur l'ennemi polonais, etc. Donc reconstruire cette histoire et l'ancrer dans des images avec un point d'articulation qui est extrêmement fort, qui est la Seconde Guerre mondiale en réalité. C'est là-dessus que s'ancre tout le discours, et tout aussi du point de vue figuré. À Moscou, il y a des murs peints où on voit les héros de la Seconde Guerre mondiale. Le métro est décoré aux héros de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça va être le point fort, parce que aussi c'est une histoire récente, même si peut-être l'histoire, on pourra en reparler, est plus présente dans les mentalités, l'histoire longue des
côté russe, enfin encore que ça évolue aussi. Mais en tout cas, cette histoire récente de la Seconde Guerre mondiale, elle est extrêmement présente. Donc en termes d'iconologie ou d'iconoclaste, il y a eu un certain iconoclasme de l'époque soviétique. On a détruit on a enlevé Staline, on a détruit le chef de la répression tchéka du KGB, Dzerzhinsky, mais on a gardé aussi beaucoup de Lénine. Et surtout, on a gardé, alors là pour le coup, et encore renforcé tous les monuments aux héros de ce que les soviétiques appelaient la Grande Guerre patriotique. Donc c'est ça le point d'articulation. Alors, puisque vous montrez ces images-là, c'est vrai qu'il y a une difficulté du pouvoir Poutine actuel, d'une part à reconstruire une image du chef qui n'est pas forcément, Tamara Kondratreva va peut-être réagir là-dessus, construite complètement du haut, c'est-à-dire on la confie plutôt aux réseaux sociaux, aux partis, etc. Cette fameuse image de Poutine torse nu, en train de pêcher, etc. Bon, bien sûr, c'est contrôlé, mais c'est pas du tout le même processus de construction d'image que pendant la période soviétique. Et puis, il y a la difficulté aussi à se heurter avec une certaine prégnance de ce qui est devenu plutôt un kitsch, en réalité, ou qui est assimilé à des images négatives du pouvoir soviétique et communiste. Donc les grandes parades en haut, ce sont des parades de la Corée du Nord. L'utilisation du soft power et à la fois de l'image de l'artiste et d'une certaine propagande russe avec la mobilisation de Gérard Depardieu. Et puis d'un autre côté, c'est pour ça que j'ai mis la dernière image, qui est donc une publicité tout à fait française, hein, que vous reconnaissez. En revanche, tout un système de représentation qui disparaît, c'est celui du pouvoir ouvrier, c'est celui du pouvoir du peuple, qui là, pour le coup, subsiste dans l'espace urbain, par exemple. On voit encore quelques faucilles et marteaux, bien sûr, mais cette image du pouvoir de la mobilisation du peuple, elle, pour le coup, là, elle disparaît, et bien sûr, du communisme comme idéologie, ça disparaît aussi complètement. Oui, je rebondis sur l'appel de Sophie pour dire quelques mots, pour ne pas laisser l'auditoire avec l'impression de l'âme russe. Non, non, il ne s'agit pas du tout de cela. L'âme russe n'y est pour rien. Il s'agit, il me semble, dans notre table ronde, toujours, d'une culture politique propre aux Russes. Et cette culture politique, finalement, c'est une sorte de répercussion de leur civilisation. La civilisation qui est dans la politique de mémoire est mise en avant. Le gouvernement vise vraiment consciemment à faire entrer dans les têtes des Russes l'idée de la supériorité de leur civilisation. Et si à l'extérieur, donc, ils veulent imposer, ou en tout cas s'ils prétendent de propager un projet global de civilisation qui figure maintenant dans la nouvelle conception de la Révolution d'octobre, c'est-à-dire c'est elle qui a proposé ce projet au monde entier. Donc, si à l'extérieur, c'est une prétention comme ça, à l'intérieur du pays, la civilisation, en fait, nous en avons parlé, a des traits archétypique qui se répercute sur la culture politique. Pour la majorité dominante dans le pays, la vision du monde repose sur un principe de dualité. Nous et les autres, étrangers, amis, ennemis. La politique n'est pas considérée comme un dialogue constructif, mais plutôt comme une arène de lutte entre le mal et le bien. Et on considère que cette lutte fait avancer dans
la construction des affaires publiques. Oui. En tout cas, comme un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que si quelqu'un gagne quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui perd. Donc, il faut mieux que ce soit nous qui gagnons. Et effectivement, c'est toujours un raisonnement de ce type, aussi bien en termes d'espace. Si on a perdu de l'espace comme à la fin de l'Union soviétique, bien c'est effectivement un affaiblissement. Ça rejoint aussi l'idée du morcellement. Et de même, si on perd de l'influence dans tel et tel pays ou dans telle et telle arène internationale, eh bien forcément, c'est que quelqu'un nous l'a prise. Donc, il n'y a pas de jeu à somme nulle. C'est plutôt un jeu à somme nulle et il n'y a pas de position où tout le monde est gagnant. La conscience politique, en fait, s'organise autour d'une sorte de rêverie politique qu'on oppose à des banalités des Occidentaux, à leur terre-à-terre, à leur rationalité ennuyeuse. Les Russes vantent la spiritualité du peuple russe et sa capacité de se projeter à l'avenir. Il y a une question peut-être qu'on pourrait aussi évoquer pour avancer dans cette discussion, c'est la question de la réception de ces images et de ces représentations. Et là, je pense qu'on voit une rupture profonde entre la période soviétique et la période post-soviétique, parce qu'il y a d'une part, malgré tout, une certaine rupture avec le passé, et puis surtout, quelle que soit la manière particulière dont fonctionne le pouvoir poutinien, il y a une pluralité de médias, une pluralité d'informations, une ouverture sur le monde, ce qui fait qu'il n'y a pas à la fois cet effet d'imprégnation, mais aussi quelque part de saturation qu'il y avait avec ce système de représentation des images du pouvoir en Union soviétique, et sans doute à la fois plus de fragmentation, peut-être un progrès quelque part de l'indifférence. Alors ça peut être aussi quelque chose de positif en démocratie, au sens où c'est là aussi une certaine liberté de se déterminer. Mais en revanche, et puis comme Tamara Kondratieva l'a dit pour commencer sur les blogs, une certaine liberté aussi d'expression, de critique, y compris de détournement, dont on voit Poutine chevauchant un dragon, enfin bon, je vous passe toutes les formes de détournement de l'image de Poutine. Voilà, donc il y a cette fragmentation, il y a cette évolution profonde, mais ce qui reste, je pense, et ce qui nous interpelle aussi en retour ici, je dirais, en France, c'est une profonde méfiance envers les images du pouvoir. C'est-à-dire l'idée que finalement tout ce qu'on nous dit c'est faux, que quelque part on nous ment, et que donc il vaut mieux se fier au plus proche, à quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Donc c'est de nouveau le système du patronat qu'a étudié Tamara Kondratieva. Mais qu'il faut se méfier des médias, il faut se méfier de ce que nous dit le pouvoir, parce que ça a été si longtemps faux, ça a été si longtemps manipulé, et ça reste exploité aussi, hein, bien sûr, par le pouvoir russe, à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur, avec un soft power et un usage très intelligent des médias sociaux. Alors, dernière question, peut-être avant la conclusion. Ce pouvoir russe qui ne contrôle plus tout à fait aussi fermement les images, il joue toujours néanmoins peut-être sur l'importance de l'action extérieure. C'est-à-dire qu'on est considéré comme un homme fort en Russie si on arrive à faire croire que la Russie continue à être forte également sur la scène internationale. Une sorte de dialectique du dedans et du dehors, hein, qui, vous l'avez dit, Pierre Gonod, renvoie déjà à l'époque d'Ivan le Terrible. Mais cette dialectique du dedans-dehors, quelles images génère-t-elle aujourd'hui ? Oui, ben c'est effectivement une constante. Bon, c'est pas exclusif à la Russie, hein, bien entendu. Il faut pas non plus à chaque fois dire que c'est que... On pourrait parler de la France aussi. Oui, non, effectivement. Il faut projeter une image de quelqu'un qui est écouté à l'étranger. Ça, c'est important. Et la fin de Yeltsin, de ce côté-là, posait cette image d'un souverain, bon, je dis souverain, d'un chef, on va dire, affaibli physiquement. Bon, ça, c'était très mauvais. C'est d'où l'importance de la force et des muscles de Vladimir Poutine.
et d'autre part qui n'était plus écouté ou qui était simplement une roue de secours à l'étranger, comme quand il était avec Clinton, etc. Donc là, c'est effectivement certaines photos d'arène internationale où Poutine apparaît en celui qui donne le point de vue russe, mais qui même semble donner le ton. Ça, c'est très important. Bon, avec toutes les petites... les clichés du genre le joueur d'échecs. Alors d'ailleurs que la presse française répercute, quand on parle de la réception, il faudrait voir aussi la réception chez nous. Ce qui est assez amusant, c'est que en France, actuellement, on a une partie de l'opinion de droite, ex-gaulliste et autres d'ailleurs, même extrême droite peut-être avec les sympathisants de Le Pen, qui sont assez favorables à la Russie, mais on a aussi le côté mélenchonien qui est très favorable à la Russie aussi. Et donc qui, au fond, a récupéré des morceaux de cette image et se les approprie dans un contexte français où on critique le pouvoir en place, pour sa faiblesse ou pour ses atermoiements ou pour tout ce que vous voulez. Donc c'est effectivement une question qui a plusieurs facettes par rapport à nous aussi. Oui, je crois qu'il y a à la fois cette en quelque sorte normalisation ou dilution des pratiques et des représentations, et aussi des appropriations beaucoup plus fragmentées de ce que veut projeter d'elle-même la Russie et son pouvoir et son État. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a cette histoire longue qui persiste, avec par exemple le souci, me semble-t-il, de Vladimir Poutine, de montrer qu'il y a effectivement à la fois fort vers l'extérieur, mais aussi toujours lié à son peuple. D'où ces émissions de télévision très très longues où il répond à des questions, évidemment pas tout à fait spontanées, mais bon, ces émissions de télévision qui ont été créées le dimanche soir, où on voit Vladimir Poutine sous toutes ses formes, etc. Donc il y a cette volonté-là, et puis, me semble-t-il, il y a aussi un héritage plutôt là dans la pratique de diffusion du pouvoir, celle qu'on appelle maintenant le soft power, c'est-à-dire la maîtrise de toute une série de méthodes qui consistent à diffuser de l'information vers l'extérieur de façon organisée, de façon intelligente. Là encore, aussi taire certaines informations, dissimuler certaines images, même si ça fonctionne moins bien. On le voit bien avec le cinéaste ukrainien actuellement emprisonné. Son avocate a réussi à faire sortir quand même quelques images. Ça n'aurait pas pu avoir lieu, bien sûr, du temps de l'Union soviétique. Oui, c'est pour dire que l'image d'aujourd'hui, qui est très forte et qu'on fait une propagande, c'est la continuité entre la Russie impériale, l'Union soviétique et la Fédération de Russie. On tient beaucoup à maintenir cette image d'une continuité qui aboutit à un État puissant. Et cette puissance, donc on propulse cette image vers l'extérieur, et à l'intérieur du pays, donc c'est une sorte d'une force de consolidation. Et on a fêté avec beaucoup plus d'éclat 1100 ans de naissance de l'État russe que le centenaire de la Révolution d'octobre, qui a vraiment posé, qui a été un casse-tête pour les officiels du pouvoir. Alors, peut-être en conclusion, une question que je voudrais poser à chacun d'entre vous, hein, si vous voulez y répondre en 2 ou 3 minutes chacun, c'est que dans ce rapport finalement entre la Russie et l'extérieur, on a quand même l'impression, et c'est plus qu'une impression, que le désir d'Occident de la Russie est un peu contrarié aujourd'hui. Hein. L'Ukraine est autre chose. Et donc ce désir d'Occident étant quelque peu contrarié, est-ce que l'on voit dans les images, dans le discours officiel aujourd'hui, des signes de réorientation vers l'Est, vers l'Orient, non plus donc la Russie comme partie prenante de l'Occident, toujours un peu bien sûr, mais la Russie aussi comme partie prenante d'un autre ensemble qui serait l'Eurasie. Je m'empare de la parole. Oui, je crois que tout à fait, il y a cette idée qui
qui paraît logique quand on a entendu toutes les interventions, qui est effectivement d'un pouvoir de longue durée centré sur l'espace russe, mais aussi avec un espace en réalité plus large, hein, puisque la Fédération de Russie reste tout à fait immense et multi-civilisationnelle aussi, mais qui est unie par l'histoire et qui est donc vraiment effectivement recentrée sur elle-même, avec la construction plus ou moins fabriquée d'une histoire, d'un système de valeurs, très lié aussi à l'Église orthodoxe, mais en même temps, il faut aussi donner des gages à l'islam du côté de la Tchétchénie. Donc c'est vrai que c'est l'Eurasie, mais je voudrais insister aussi sur ce paradoxe qui est que là, on parle du pouvoir politique, mais le pouvoir économique, en revanche, est, disons, occidentalisé ou mondialisé ou entré dans une certaine forme de capitalisme débridé sans aucun scrupule. Et si on réfléchit aussi à la culture, à la langue, l'anglicisation de la langue russe est quand même assez spectaculaire. Donc il y a aussi cette entrée dans différents flux de circulation qui ne sont pas contrôlés par le système, le pouvoir politique ou disons national, ou qui en tout cas sont orientés par lui, parce que l'économie russe reste là aussi, il y a aussi des héritages de longue durée par rapport à la période soviétique, mais de façon différente, me semble-t-il, que cette représentation très politique dont on a parlé jusqu'à présent. Oui, c'est déjà après la révolution, la grande révolution russe, spécialement de la révolution d'octobre, il y avait plusieurs penseurs à l'exil qui ont interprété la révolution comme celle qui a rompu avec la civilisation occidentale, introduite par Pierre le Grand, et qui a donné naissance, ou qui a projeté la civilisation vers une réalisation de ce qu'on appelle sabornost, peut-être dire. Oui, la conciliarité, l'esprit de communauté. Voilà. Oui. L'esprit de communauté, mais de quelle communauté? Eurasienne. Parce qu'on a insisté sur la proximité entre les civilisations plutôt d'Orient et d'Asie qu'avec l'Occident. Et ces théories, ces réflexions ont été oubliées pendant plusieurs décennies pour renaître depuis très peu de temps en Russie sous le nom de néo-eurasisme, qui attire beaucoup d'attention des intellectuels, mais aussi qui, sans être bien connu dans ces expressions exactes parmi les Russes, attire leur attention parce que les Russes se plaisent d'appartenir à une civilisation singulière et en même temps malmenée par les étrangers. Oui, ben effectivement, c'est tout à fait flagrant qu'il y a une tendance à, d'une part, dire bien, on va se tourner vers la Chine, on va s'entendre avec la Chine. En même temps, il y a une peur très forte de la Chine, de son influence, ne serait-ce que démographique. Et d'autre part, par exemple, avec la commémoration de la guerre de 14, qui est vraiment quelque chose de nouveau, qui a été très largement orchestré d'en haut, on nous dit, ben voilà, c'est aussi pour bien montrer que la Russie faisait partie aussi de cette guerre, comme les autres pays d'Europe. Nous en avons été, nous aussi, et donc nous avons droit aussi à cette mémoire, et donc il y a toujours, on ne lâche pas ce morceau non plus, tout à fait l'Europe, et comme le disait aussi Sophie Queret, c'est vrai que cette globalisation, elle est quand même très occidentale, hein, dans les termes, dans l'économie de marché, et même dans la culture de masse, on peut dire, bon, on a beaucoup avalé de feuilletons, de films américains, même qu'on essaie après plus ou moins d'imiter, les telenovelas, hein, qui sont maintenant diffusées en Russie. Donc il y a un mélange assez compliqué, et l'idée en même temps que nous sommes uniques. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et dans la mémoire nationale, bon, par exemple, dans les sondages, le héros
numéro 1 toujours, quel qu'il soit, quelles que soient les époques, c'est Alexandre Nevsky. Donc, si vous voulez, ça nous renvoie quand même à un Moyen-Âge assez... c'est les années 1200, hein. Il est mort en 1263, assez lointain. Nous, on ne va pas dire c'est Saint-Louis, notre héros national actuellement. Bien, alors il nous reste du temps, vous voyez, on a largement tenu le temps. Du temps pour des questions-réponses, hein, aux 15 à 20 minutes. Hein. Je ne sais pas si on peut faire circuler un micro dans la salle. Alors, certains vont partir parce qu'on a commencé un retard inévitable qui ne nous était pas évidemment imputable. Mais ce temps de questions-réponses me semble et peut être intéressant. Oui, on va en rassembler quelques-unes pour y répondre de manière un peu groupée. Bonjour, je suis ici à droite, à votre droite. Oui, d'accord. Moi, concernant la réception de la canonisation de la famille impériale, quelle réception il y a eu en Russie? Les Russes, qu'est-ce qu'ils en ont pensé réellement? Alors c'est assez varié, hein. C'est-à-dire que l'Église en a fait évidemment un programme, donc c'est quelque chose qui est totalement accompagné par l'Église. Il y a des icônes, donc, et on les voit largement, et il y a des pèlerinages. Et ces pèlerinages ont une certaine audience. Bon, il y a une historienne française qui les a pas mal étudiés, Cathy Rousselet, donc vous pouvez trouver des articles en français là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme toujours, on donne une spécialisation aux saints. Alors, il y a évidemment l'idée de ce sacrifice personnel qu'ils ont fait, de leur conduite, disons, et de leur tenue pendant ces épreuves. Mais il y a aussi que, par exemple, dans la dévotion populaire, entre guillemets, on va prier pour Nicolas et sa famille quand on a des problèmes de couple. Vous voyez, donc, comme un couple exemplaire. Donc, il y a effectivement une réception à plusieurs niveaux, assez orchestrée d'en haut, mais aussi qui peut trouver une audience vraiment populaire, sans dire pour autant que c'est un culte massif, mais qui a une réception. Alors, d'autres questions? Oui. Pardon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Oui, c'est à propos de la peur de la Russie pour les gens de la Baltique. Les Suédois sont en train de réarmer l'île de Gotland. Ils ont distribué des livrets à la population pour leur apprendre comment se défendre. Je crois que j'ai entendu qu'ils ont même rétabli le service militaire. Est-ce que les Suédois et les gens de la Baltique ont raison d'avoir peur des Russes ? Alors, on n'est plus tout à fait dans les images, on est dans la géopolitique contemporaine, mais la question est néanmoins intéressante. Oui, enfin, je crois que ça joue aussi sur les images et les représentations de, je dirais, de longue durée, de relative longue durée. C'est-à-dire, je crois que d'une part, il faut voir l'espace baltique au sens large, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la Suède, Finlande, mais il y a aussi les trois pays baltes qui ont complètement, eux, basculé du côté de l'hostilité à la Russie en réanimant le souvenir de 1939 du pacte germano-soviétique et considèrent que la période soviétique a été une occupation. Donc c'est vrai qu'il y a une géopolitique, je dirais, et des représentations conflictuelles dans cet espace-là, particulièrement dans les pays baltes parce qu'il y a encore une population russe, on l'a vu avec les dernières élections, c'était en Estonie. Mais est-ce que en ce qui concerne les Suédois, oui, je crois qu'il y a effectivement il y a une peur, fondée ou non, et il y a un réarmement à la fois moral et politique et militaire qui est lié à cet espace particulier, mais qui est lié aussi aux tensions plus générales entre, je dirais, le pouvoir russe et, pour aller vite, l'OTAN, et la question de l'alliance militaire occidentale. Et de là, on passe à une géopolitique encore plus large, qui est celle de la relation entre la Russie, l'Europe comme Union européenne et les États-Unis.
Bonjour. Moi, j'aurais une question sur plutôt le cinéma. Notamment, il y avait, il me semble, en 2017, il y a eu le film Mathilda qui a posé beaucoup de questions par rapport à... qu'on a reproché au réalisateur d'avoir un peu détourné l'histoire. Est-ce que c'est le seul cas qu'on a dans l'histoire récente? Et est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'on aurait eu du coup une... puisque les critiques sont venues plutôt des milieux de droite, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a un glissement du contrôle aussi, comme vous avez dit, Madame Curé, que c'est plus le chef, mais un peu les autour, les milieux, un peu, les sympathisants qui contrôlent l'image? Pour Mathilda, je peux dire 2 mots simplement, et puis ça n'empêche pas. Oui. Rappelez ce que c'est pour... un film qui est consacré à celle qui était une danseuse, qui était de ballet et qui était la maîtresse de Nicolas II, qu'il a connue avant son mariage et, semble-t-il, quand même un petit peu ensuite. Et donc, la question, c'était que comme on avait canonisé Nicolas II, que c'est un saint, est-ce qu'on a le droit de montrer ce saint, même avant qu'il soit véritablement saint, dans une situation un petit peu scabreuse? Et c'est assez intéressant de voir que là-dessus, même si l'Église avait pris des précautions en disant justement quand on l'a canonisé, on ne l'a pas canonisé en tant que tsar, en tant que souverain dans l'exercice de son pouvoir, dès l'instant qu'il est un saint, est-ce qu'on peut montrer donc le saint? Alors que bon, dans l'Église en général, on a souvent des saints qui ont été des grands pécheurs avant d'être des saints. Regardez Saint Augustin ou tout un tas d'autres. Donc, parmi les anecdotes, il y a une histoire qui raconte qu'un évêque a été visionner le film et en est sorti en disant « mais c'est absolument abominable » parce qu'il y a une scène un peu galante où effectivement, en dansant, elle fait une partie de son vêtement de haut s'échappe, on voit sa poitrine et donc le tsar vient lui-même la couvrir. Donc c'est assez soft, hein, en fait. Si on a Louis XV ou tout autre souverain français, on trouverait ça très joli. Donc ça montre simplement qu'il y a une certaine pudibonderie, on va dire, dans la Russie, ce qui est assez amusant, parce que d'un côté, il y a un côté assez exhibitionniste dans certaines formes, en particulier représentation de la violence ou d'autres choses, et sur ce qui évoquerait effectivement les relations amoureuses, là, attention. Donc effectivement, une certaine opinion de droite est choquée. Ça ne veut pas dire que le film a été interdit, en tout cas celui-là ne l'a pas été. Par contre, le film sur la mort de Staline, qui est une comédie en fait américaine, a été interdit de projection en Russie très récemment. Oui, il y a clairement, je dirais, un contrôle assez étroit par les financements notamment du cinéma, qui donne beaucoup de films militaires, patriotiques ou de comédies amusantes, d'ailleurs de bonne qualité. Et on voit ça aussi à la télévision. Après, il y a la vitalité du coup de la culture, je dirais, visuelle russe. Elle passe beaucoup par d'autres médias, notamment bien sûr maintenant l'Internet ou la scène vivante. Tamara, c'est bon. Une autre question? Oui, ici. J'aurais voulu poser une question sur les images et les stéréotypes antisémites dont on sait qu'ils ont eu une grande permanence entre la période tsariste et la période soviétique. Et j'aurais voulu savoir ce qu'il en est aujourd'hui, dans la période très récente. Merci. Alors là, vous me posez un peu une colle. J'ai pas regardé. Enfin, j'ai vraiment un point de vue plutôt subjectif. Oui, enfin, il me semble que là, effectivement, on peut parler de permanence de longue durée des stéréotypes alors plutôt des stéréotypes que des images, c'est-à-dire que du point de vue de la représentation figurée, alors ceci dit, je n'ai pas fait de plongée sur ce thème dans l'Internet russe, comme Tamara Kondratieva l'a fait pour le chef nourricier. Donc on découvrirait sans doute des choses plutôt horribles, mais en revanche, c'est vrai que dans le discours, il y a toujours ces stéréotypes antisémites, notamment contre certains oligarques juifs qui sont devenus des ennemis de Poutine et où là on voit apparaître clairement ce type de discours, me semble-t-il, avec cette longue durée des stéréotypes, je dirais donc plutôt de langage que de représentation.
c'est à double tranchant, c'est-à-dire que quand on veut, on va dire que c'est les Ukrainiens qui sont antisémites, et ça, on va largement mettre l'accent là-dessus. Et puis, bon, à d'autres moments, effectivement, quand on veut incriminer Berezovski ou d'autres, ben, on aura de quoi le faire. Oui, et une question à propos de Staline et de sa spécificité dans le système soviétique, ou bien est-ce que c'est un héritage en droite ligne de la période tsariste, ou bien est-ce qu'il y a des spécificités liées à la période soviétique, puisqu'il y a eu rupture, comme vous nous l'avez dit? Vaste question débattue par les historiens qui, je crois, je le réponds sans vouloir botter en touche, mais articulent ces deux dimensions. C'est-à-dire qu'on a longtemps plutôt insisté sur la dimension de rupture, c'est-à-dire sur la dimension dictatoriale liée à une certaine lecture du communisme et du marxisme, pour aller très très vite. Alors là, c'est-à-dire une lecture plutôt, je dirais, totalitaire du régime comme brisant la société et la soumettant tout entière, soumettant chaque individu au chef, donc Staline en l'occurrence. Et puis, notamment avec l'accès aux archives, aux documents personnels aussi de Staline et de son entourage, on a replacé ça effectivement dans une plus longue durée du pouvoir russe, une certaine anthropologie qui fonctionnerait justement par fidélité personnelle, par cercle de pouvoir qui en sont mobilisés par Staline, qui le fait de façon très intelligente, ce qui explique notamment sa victoire sur Trotsky, et le fait aussi qu'il n'hésite justement pas à mobiliser une représentation personnelle du chef, c'est-à-dire à mettre son image absolument partout, on le voit aussi sur la couverture de mon livre, alors que Lénine ne le souhaitait pas personnellement. Ça a été fait autour de Lénine, et notamment après sa mort. Mais en revanche, c'est bien Staline qui a organisé le culte de sa propre image de façon assez précise, hein, puisqu'il suivait ça de près sur toute l'iconologie du chef. Oui, il faut l'inclure dans une continuité. Pour son entourage, et même plus largement à travers le pays tout entier, c'était le maître. Son surnom est là, le maître. Le patron. Le patron. Ou encore quelque chose de plus lui-même, Sam. Donc, Staline était une incarnation de l'État. L'État, c'est une abstraction compliquée, hein, pour comprendre. Ce qui lui donne une vie, c'est l'incarnation dans la personne sacralisée. Et Staline était justement... et ensuite, revenant à ces représentations du pouvoir nourricier, il faut dire qu'aux yeux du peuple, Staline passait pour quelqu'un qui veillait sur le bien-être du peuple. C'est lui qui a baissé les prix sur les produits de base, à la différence de Khrouchtchev qui a augmenté les prix. Donc Staline correspondait tout à fait à cette image de nourricier, de bienfaiteur aux yeux d'un tas de soviétiques, hein. Pas tout le monde, mais une partie, bien évidemment. D'autres questions? Je ne vois pas forcément quand les mains se lèvent. D'autres questions? Oui, oui. Le micro arrive, oui. Juste une réflexion. En termes d'image, je suis quand même frappé pour avoir vécu en pays communiste, qui n'était pas la Russie mais la Bulgarie, puis plus tard en Angola, communiste, même si l'on est, que en fait personne n'était dupe du système. Et j'en veux juste une preuve, j'en ai plein, mais j'en donnerai qu'une. Chacun dans les familles espérait qu'un enfant ou qu'un membre de la famille puisse accéder en fait à la nomenclatura pour bénéficier des avantages. C'est une porte
ouverte que j'enfonce, mais je voudrais vous entendre, vous qui avez des spécialistes, et moi qui ai vécu dans ce genre de pays. Donc, à mon avis, juste ma réflexion, c'est que personne n'était dupe du système, du moins vers la fin. Alors que personne n'a été dupe du système, je pense que on sera d'accord. Ensuite, que chacun espérait pouvoir profiter du système, c'est peut-être plus compliqué. Je ne sais pas, Tamara C'est un peu plus Kondratieva. compliqué, mais pas trop. Il y en avait quand même pas mal qui voulaient profiter du système. Qui souhaitait, mais... Qui souhaitaient, qui voulaient, parce qu'il n'y avait pas d'autre issue. Soit tu accèdes au pouvoir et tu as quelques privilèges, soit tu te perds dans la foule de population qui n'a rien, qui est frustrée et qui donc souffre des pénuries. Les pénuries étaient extrêmement importantes et permanentes pendant toute la période. Donc, pas de logement, disons, satisfaisant, pas de nourriture sans difficulté, pas de fringues, ainsi de suite. Bon, il y avait ces difficultés matérielles. Et en plus, bon, si le temps me permet, je reviens à cette culture politique contaminée par des archétypes, c'est-à-dire la justice n'est pas avant tout une notion de droit. Avant tout, c'est un idéal de distribution. Et cette notion inclut plusieurs autres valeurs, ordre, loi, bien-être, vertu, ainsi de suite. Donc, un idéal comme ça, mais un idéal pour lequel il y a une vision d'accès par une matérialisation des rêves. Donc, voilà, bien évidemment... Sophie Curé, et juste pour nuancer, je pense que l'évolution, elle va dans le sens que vous avez dit, mais qu'en même temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a cet ensemble d'images dont on a parlé pour la période soviétique, et il y a aussi une représentation du temps, de la temporalité, et d'une projection vers un avenir meilleur. Et que ça, c'est profondément enraciné, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée de transformer le système de l'intérieur, de le changer, à tous les moments, dans les années 20, dans les années 60, et même tout à la fin, finalement, avec la perestroïka. Et que donc, c'est pas forcément ne pas être dupe, c'est aussi vouloir interpréter tout cet ensemble de représentations et de discours à sa manière. Sauf qu'à la fin, effectivement, on s'aperçoit que ça ne devient plus possible. Et s'approprier, ça veut dire aussi, effectivement, en profiter, mais tout en restant à l'intérieur. C'est ça que je veux dire, d'où cette profonde désorientation des années 1990, et peut-être aussi le fait que, du coup, il y a cette projection vers le passé, sur laquelle on a insisté. On se raccroche à quoi ? À l'histoire longue, parce qu'on ne va pas effectivement... il y a tout un pan de l'histoire qui finalement n'est plus légitime et voire même complètement le délégitimé, comme les années 1990, ou en partie comme la période stalinienne. Oui, juste une chose, c'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, personne n'est dupe. On a tous connu des gens, quand on visitait l'Union soviétique, qui racontaient des anecdotes anti-soviétiques, qui rigolaient des discours officiels et de Brejnev, bien entendu, etc. Et en même temps, ce qui est tout aussi frappant, et certainement vous avez dû le voir en Bulgarie ou ailleurs, c'est l'extraordinaire nostalgie très vite après la chute de l'Union soviétique. Comment on a laissé tomber tout ça, comment on est arrivé là, alors sous Yeltsin, surtout à la fin de Yeltsin, là c'était le repoussoir parfait, et une insécurité. Et c'est ça aussi, on voit à travers cette insécurité de la fin des années 90, d'un côté pourquoi aussi Poutine a incarné un recours, et aussi comment, d'une certaine façon, on avait intériorisé certaines de ces représentations qui disaient qu'au fond, l'État vous donnait tout. Il vous le donnait mal, il ne vous le donnait pas souvent, mais il vous garantissait une sorte d'existence tranquille, inquiète mais tranquille. Et maintenant, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire vous pouvez aussi arriver à d'autres choses, et puis en même temps, l'État ne vous garantit rien.
Donc, évidemment, il y a aussi un regret profond du système socialiste. Il ne faut pas, en tout cas, c'est comme on dit toujours chez les retraités, mais même chez des gens relativement jeunes qui on se disent « Ah ben, quand j'étais pionnier, c'était autre chose, etc. » Ce sera le mot de la fin. Il nous reste à vous remercier tous les trois. Merci à vous.